Je suis né en 1920. Je suis né à Paris. J'ai fait mes études à Paris. Mon père avait des agences de machines à coudre industrielles spéciales fabriquées en Amérique. Et en 1938, c'est-à-dire avant la guerre, j'avais donc 18 ans, mon père me dit « Écoute, j'ai arrangé pour que tu fasses un stage d'1 an en Amérique chez les différents fabricants de machines que nous représentons pour que tu vois comment les Américains travaillent dans la petite mécanique. » Alors moi, quand on m'a dit ça à 18 ans, je vais en Amérique, j'ai sauté de joie parce que l'Amérique, pour moi, c'était Fred Astaire. C'était rien que du jazz, j'étais emballé d'aller en Amérique. Quelles sont les démarches que vous avez entreprises pour vous engager? En 1939, arrive, comme vous le savez, la déclaration de guerre. Je reçois une convocation du consulat français à New York pour que je vienne avoir une visite médicale pour pouvoir rejoindre l'armée française. Alors je m'y rends, le médecin m'examine, il me dit « bon pour le service ». Je lui dis « qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» Il me dit « attendez, on va vous appeler et on va vous rapatrier en France ». Bon. Alors j'attends et vers octobre 40, le seul moyen d'avoir des nouvelles, c'était d'aller au cinéma où il y avait les actualités. Au cinéma, qu'est-ce que je vois? Pétain à Montoire en train de serrer la main d'Hitler. Alors moi, ça, c'est un truc qui ne me convenait pas du tout. Et je me suis dit, si on veut me rapatrier, jamais je rentrerai en France pour servir dans l'armée française. J'ai été voir le représentant de De Gaulle à New York et il me reçoit très gentiment et il écoute mon histoire, il m'interroge et il me dit « si vous signez avec moi, on vous envoie à Londres, vous serez fait officier tout de suite ». Je ne savais pas à ce moment-là si un adjudant était un grade plus élevé qu'un colonel ou si un sergent-chef c'était plus important que je sais pas, un lieutenant-colonel. Je me suis dit tiens, je vais peut-être m'embarquer avec la France libre. Alors, je rentre à l'atelier et les copains me disent « mais qu'est-ce que tu vas faire avec De Gaulle? Tu sais bien qu'il s'entend mal avec Roosevelt et il ne s'entend pas très bien non plus avec Churchill. Inscris-toi avec les Américains. » Alors je dis « mais les Américains, je suis français, je ne suis pas américain. » Bon, alors j'attends un peu et entre-temps, je crée une association qui s'appelle Jeunesse France Libre à New York, qui rassemble la jeunesse francophone, francophile de New York pour leur montrer que les jeunes francophones et francophiles sont plutôt du côté de De Gaulle que du côté de Pétain. Je dis ça parce que c'est un point important pour moi, parce qu'un jour s'est présenté 2 jeunes filles, et l'une d'entre elles, c'était Françoise. Je lui ai demandé les 25 cents de cotisation pour rentrer dans le club. On s'est mariés quand j'ai été démobilisé, et depuis, elle s'est drôlement rattrapée des 25 cents que je lui avais demandé. Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à vous engager en tant que soldat? Le 7 décembre 1941, Pearl Harbor. Immédiatement, l'Amérique se trouve en état de guerre avec le Japon et indirectement avec l'Allemagne, qui était l'allié du Japon. Alors là, je reçois une convocation pour l'armée américaine. On m'envoie dans un camp dans le New Jersey, Fort Dix, pas loin de New York, et c'est là que je suis incorporé. C'est là où on apprend à marcher en rang, à marcher, faire des demi-tours, tirer avec un fusil, ramper par terre sous un treillis, sauter par-dessus les murs. De là, on m'a envoyé dans Caroline du Sud, un camp immense où là, c'est tout ce qu'il faut connaître
pour faire fonctionner un fusil, le mitraillette, le mitrailleuse. On m'appelle au quartier général et on m'interroge et on me montre à un moment donné une carte de France neutre. Les villes sont marquées 1, 2, 3, 4 et les fleuves A, B, C, D, E. Et l'officier me montre la carte de France et il me dit par exemple B2. Alors je lui dis ça c'est Orléans sur la Loire. Alors déjà lui il était épaté. Parce que quel est le jeune Américain qui savait que Orléans était sur la Loire? Ça, je ne suis pas sûr qu'il y en avait beaucoup. C'est ça qui a probablement déterminé que je n'irais pas dans l'infanterie. Moi, je voulais me battre. Bien que j'étais un garçon à l'origine très timide, on m'a envoyé à le camp Ritchie. Ritchie, c'est dans le Maryland, pas loin de New York. C'est un camp de Military Intelligence, service des renseignements militaires. Et là, c'est un tout petit camp, le seul camp du service des renseignements en Amérique à l'époque, où faut apprendre par cœur presque tout. Comment est composée une Panzer Division, combien elle a de mitrailleuses lourdes, légères, moyennes, le calibre des canons, leur portée. En rentrant, on signe un papier comme quoi on ne révélera jamais ce qu'on y fait. J'étais étonné, je dis alors qu'est-ce que je vais raconter Tu dis que tu es dans un camp pour être interprète. Je n'ai pas parlé de Ritchie pendant 40 ans. Et après 40 ans, ils ont sorti une cassette qui expliquait ce qu'on faisait à Camp Ritchie. Alors à Camp Ritchie, il y avait trois classes différentes. La plus importante, c'était des Allemands, des Américains allemands qui étaient destinés à interroger les prisonniers de guerre allemands. La deuxième catégorie, c'était les photographes qui étudiaient les photos des avions de reconnaissance alliés, ramenaient des côtes de France pour voir comment elles étaient fortifiées, s'il y avait des mouvements de troupes ou des concentrations de camions ou de tanks. Et la troisième, celle qui était pas très importante, c'était des Américains, comme moi, qui étaient censés interroger les civils français quand ils libéreront un village. Comment êtes-vous allé en Angleterre ? 15 décembre 1943, je prends le Queen Elizabeth et on arrive quelques jours plus tard en Angleterre, au Pays de Galles, dans un petit village, un petit port, Tenby, où on s'entraîne. On s'est entraîné pendant 6 mois. Jamais j'aurais cru que ça durait aussi longtemps. On ne savait plus au bout de 6 mois quoi faire, parce que tous les jours, au bout de 3 mois, on nous a dit le débarquement c'est pour demain, le débarquement c'est pour demain. Et jamais c'était pour demain. C'est là que j'ai commencé à faire j'ose pas appeler ça des conférences, des causeries, à des soldats américains, en anglais évidemment, c'était un ordre. Ils étaient dans un champ, assis par terre, je devais répondre à leurs questions et leur dire si nous débarquions en France, à quoi ils allaient s'attendre en débarquant. Les questions qu'on me posait, naturellement, c'est où est-ce qu'on va débarquer ? Alors je leur disais, je n'en sais rien, mais il est très plausible que ça soit dans la région de Calais. Ça coïncidait avec ce que Hitler racontait. Je disais aussi à ces GIs, n'oubliez pas que le Texas est plus grand que la France entière. Alors ça, ils étaient déjà étonnés, mais on va conquérir ça en vitesse. Et je leur disais aussi à ces GIs, vous allez être reçus comme des libérateurs, vous verrez, vous serez très bien reçus. Déjà parler devant 300 ou 400 GI en anglais, c'était déjà pas mal, mais j'ai vu que quand on vous donne un ordre pour un sujet que vous connaissez bien, c'est relativement facile et la peur s'estompe. On m'a assigné dans ce service des renseignements avec 5 autres officiers et sous-officiers pour former une équipe qui comportait 2 jeeps.
Et le 5 juin 1944, quand on a commencé à nous dire qu'il était interdit à partir de maintenant d'écrire des lettres et que nous n'allions plus en recevoir, là, on s'est dit, il y a quelque chose qui va arriver. La nourriture est devenue meilleure. Là aussi, c'était un bon signe que quelque chose allait arriver. Mon équipe arrive à Cardiff, dans le sud de l'Angleterre, pour être prête pour le débarquement. On s'embarque sur un Liberty Ship, un bateau de transport de troupes. On part seul, ça me paraissait drôle. Et petit à petit, se sont agglutinés des bateaux, des petites embarcations de pêche, des navires de guerre. Et il y a eu une concentration vers le sud de l'Angleterre, vers Southampton, où là, il y a eu un regroupement. Et j'ai débarqué à Saint-Laurent-sur-Mer, Omaha Beach, le 8 juin 1944, au milieu d'un bombardement, non pas un bombardement ennemi, un bombardement des navires américains au-dessus de nos têtes pour nous permettre de prendre pied tranquillement. Qu'avez-vous ressenti dans le bateau avant le débarquement? Je savais que ce n'était pas pour faire une croisière de plaisir, et j'étais sûr que la plupart d'entre nous ne verraient pas le point de chute. Mais je le dis toujours, l'angoisse, la peur, elle se maîtrise quand elle est continue. À force d'avoir peur, on n'a plus peur, on a moins peur. J'ai connu l'endroit où j'allais débarquer sur le bateau de transport qui nous amenait sur la côte. Il y a 5 plages de débarquement. Omaha, c'est la mienne. Et les 5 plages sont divisées en 5 distances. Une plage, c'est environ une quinzaine de kilomètres. Chaque section avait un nom de code qui commence par C, D, E, F, G. Charlie, Dog, Easy Red, Fox, George. Et moi, je savais que j'allais débarquer à Easy Red. Easy Red, c'était entre Saint-Laurent-sur-Mer et Vierville. Alors la mer, c'est vrai, n'était pas très bonne au début, après ça allait. Mais au début, alors, on a été retardé. J'aurais sûrement dû débarquer ou le 7 ou le 6. Lorsque vous débarquez sur la plage Saint-Laurent le 8, est-ce qu'il y a encore les Allemands? Oui, il y a des Allemands, mais heureusement, ils sont morts. Et alors la plage est jonchée de soldats américains, de soldats allemands. Il y a des poutres qui ressortent tous les quelques mètres de la terre pour pouvoir empêcher les jeeps ou les camions de passer. Mais avec une jeep, on arrive à passer. Et le corps médical a fait un boulot terrible, quand je dis terrible, formidable, je devrais dire, pour ramasser les morts et les blessés et immédiatement les réembarquer pour l'Angleterre par bateau. 3-4 jours après, au-dessus de Saint-Laurent-sur-Mer, il y avait un grand terrain qui a été transformé en terrain d'aviation. Et là, les soldats blessés ou morts étaient transférés par avion, du coup, jusqu'en Angleterre. Et le front était à 3 km, à Formigny. Et à l'entrée de Formigny, il y avait déjà mon colonel des services des renseignements de la 2e division, et des GIs qui étaient allongés par terre et qui me disent « Maintenant, c'est à toi de jouer. Tu vas rentrer dans Formigny. » Alors je lui dis « Je vais rentrer dans Formigny. » Les Allemands sont encore là. Il me dit « Il est possible qu'ils soient là, mais s'ils ne sont pas dans le village, ils seront en dehors du village. Alors, on va te donner un policier militaire. Tu prends ta Jeep, que j'avais appelée la Bastille, et tu laisses toutes tes lettres, toutes tes photos que tu as sur toi. Tu as 2 heures pour rentrer dans le village, me ramener les renseignements
que tu as appris. Après 2 heures, on te considère comme perdu et tu reviens par le même chemin. J'avais le policier militaire avec moi et on est rentré prudemment dans Formigny où d'abord les habitants étaient tellement épatés de voir qu'est-ce que c'est que cette petite voiture, et en plus elle s'appelle la Bastille. Elle voit un type qui a un uniforme qui de toute évidence n'était pas l'uniforme allemand, qui a des galons de sergent-chef, qui quand il commence à parler il a un accent parisien, il ne comprenait rien du tout, mais on devient copains très vite. Je distribue des chocolats et des chewing-gums aux enfants, des cigarettes aux plus âgés qui viennent me voir en libérateur. Et rien de plus émouvant que de voir un vieux monsieur vous embrasser et commencer à pleurer parce que vous êtes un libérateur. Alors, naturellement, quels étaient les renseignements que j'avais à ramener dans les 2 heures? Alors, je vais vous le dire parce que c'était toujours la même chose. Quelle est l'unité ennemie exacte qui nous fait face? Parce que dès que je savais l'unité ennemie, on savait combien il y avait d'hommes, combien il y avait de fusils, de canons, etc. Quelle était leur morale? Où se trouvaient les dépôts de munitions? Où se trouvaient les dépôts de carburant? Où se trouvaient les mines que les Allemands avaient déposées quand ils occupaient le village? Et ce sont tous ces renseignements que j'ai ramenés dans les 2 heures par le même chemin au colonel Christiansen. Avez-vous eu peur? À chaque fois, c'était la même chose, avec la même trouille au début, de rentrer seul dans un village silencieux et où on ne sait pas comment on va être reçu, mais petit à petit on commence à s'y faire et puis la peur, l'angoisse, tout ça, ça semble s'éliminer et on oublie ça, peut-être c'est de l'inconscience. C'est vrai que quand on a 25 ans, qu'on a un caractère optimiste, comme je l'avais, et que je l'ai toujours d'ailleurs, et qu'on a le cœur à la rigolade, on commet peut-être des imprudences. Votre souvenir, un souvenir qui vous a le plus ému durant... Le plus ému, je crois, c'est qu'en débarquant en France. Parce que je n'avais pas vu la France depuis 6 ans. Et d'un seul coup, en avançant, j'entends parler français autour de moi. Je n'avais plus l'habitude d'entendre parler français. Combien de temps après la guerre vous avez décidé de témoigner? Alors, c'est très facile. C'est 40 ans après la guerre. Ni ma femme, ni mes enfants, ils savaient que j'avais été soldat. Mais ils ne savaient rien d'autre que ça. Et si vous aviez un message à passer aux jeunes Aux jeunes, de maintenant, vous direz quoi? moi je leur dirais d'être optimiste quand même. Et moi je dis à mes enfants, le barbarisme nazi, c'est comme une maladie infectieuse. Une maladie infectieuse, si on la laisse se développer, devient mortelle. Si elle est prise au début, il y a de grandes chances qu'on puisse la combattre et l'éradiquer. Celui qui commence par des petites piques, des petites allusions antidémocratiques, disons, pour ne pas aller plus loin, il faut commencer déjà à le mettre en place, ou si on ne se sent pas assez fort, à l'écarter, ou alors à le combattre verbalement, je parle. C'est pour ça que je témoigne pour dire c'est pas un roman que j'ai lu que je vous raconte, c'est ce qui m'est arrivé à moi. Je l'ai vécu. Alors rappelez-vous que quand je serai plus là, c'est qu'on ne vous raconte pas des blagues. La rue qui mène de la plage à l'entrée de Formigny porte mon nom. Et alors, je rigole toujours parce que je suis content qu'on ait donné ce nom de rue à
pas à titre posthume, mais pendant que j'étais encore de ce monde.